Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Décrypter l'Afrique. Vous nous regardez sur notre chaîne YouTube ainsi que sur Vox Africa en Afrique et en Europe. Merci d'être avec nous pour un direct spécial, un direct sur le Cameroun, alors que demain, le Conseil constitutionnel s'apprête à proclamer des résultats officiels, et j'insiste bien sur le mot officiel, des résultats officiels donc de l'élection présidentielle. Comme une sorte d'avertissement, de nombreuses marches ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire camerounais et dans la diaspora. Alors, cette édition spéciale est conçue comme une antenne libre et j'essaierai de joindre de nombreuses personnes qui sont sur le terrain. Vous pouvez intervenir en envoyant un message WhatsApp au plus 331 77 62 77 69. Je répète, plus 331 77 62 77 69. Le numéro s'affichera sur l'écran par la suite. Je vous restituerai un extrait d'un entretien un entretien exclusif que j'ai eu avec Makini Tchameni, l'épouse de Dioukam Tchameni, le co-initiateur de l'Union pour le changement, qui a été des nombreux combats pour la démocratisation au Cameroun. Et elle a été un soutien actif de son mari, lui-même a été un soutien actif de la campagne de Issa Chiroma Bakari avec son camarade Anissé Kane du Manidem, lui aussi arrêté dans des conditions troubles. Mais on va d'abord essayer d'avoir des témoignages de terrain de ce qui s'est passé et ce qui se passe au Cameroun et dans la diaspora aujourd'hui. Et ce qui s'est passé est terrible. Plusieurs morts sont déjà confirmés à Douala. Vous regardez les images. On commence en tout cas par un petit montage qui témoigne de l'atmosphère électrique qui a prévalu. Voilà les images que vous pouvez voir. Là, en fait, ce sont des images de Douala, la capitale économique du pays. On voit des jeunes. Alors, la stratégie qui a été choisie à Douala, c'est de se masser à plusieurs endroits, dans des quartiers comme New Bell, comme Dokochi, des quartiers populaires, des quartiers qui ont voté massivement pour Issa Chiroma, dans de nombreux quartiers, à de nombreux carrefours, y compris à Bonabéry. Le peuple était dans la rue. Bien entendu, comme depuis un certain temps, toutes les affiches de campagne, les images du président Paul Biya sont attaquées dans une atmosphère finalement de franche camaraderie entre les jeunes camerounais. Bien entendu, ces images de Douala ne sont pas les seules. Il y a des images également dans d'autres villes. On a des images dans des villes comme les grandes villes du Nord. Alors, pour évoquer Douala, puisque nous sommes en direct, les dernières images que nous avons reçues, qui sont des images du soir, montrent effectivement que le mouvement se poursuit dans la soirée, alors qu'il y a déjà eu des événements extrêmement tragiques qui sont produits. Dans l'extrême nord, en Ngong, on a vu à Maroua, les manifestations sont extrêmement fortes, car le septentrion, comme on dit, est le fief de la contestation. Le septentrion, Douala et un certain nombre de villes qui commencent à se mettre en branle, mais bien entendu, Maroua, Ngong, mais également d'autres villes du Grand Nord, et notamment Garoua, le fief d'Issa Chiroma, en fait, se sont mis en branle. À Yaoundé également, dans des quartiers comme Mokolo, comme Madagascar, comme Tchinga, en fait, les esprits s'échauffent. Yaoundé, c'est très important de parler de Yaoundé dans la mesure où c'est le siège du pouvoir. Pendant longtemps, ça a été une sorte de bastion du parti au pouvoir, en tout cas une ville légitimiste, mais cela ne l'est plus. En tout cas, on a vu lors des élections, les procès-verbaux sortis des urnes, où dans la quasi-totalité des quartiers de Yaoundé, Paul Biya perdait, il mordait la poussière face à Issa Chiroma. Et aujourd'hui, à Yaoundé, en dépit du maillage policier qui est très fort, qui est puissant, de la présence de l'armée, de la gendarmerie, de la police, il y a quand même des manifestations qui commencent à Yaoundé. Elles sont plus faibles que ce que l'on peut voir
à Douala, à Garoua, à Maroua ou à Ngaoundéré, mais elles sont fortes dans la ville de Nkonsamba, dans le littoral du pays. Il y a également eu des manifestations de colère, des manifestations massives à Meganga également, à Meganga dans le nord du pays, dans le septentrion. On a également vu des jeunes, des jeunes femmes, des jeunes hommes, des jeunes Camerounais prendre d'assaut les rues pour crier leur colère dans l'ouest du pays. Bien entendu, les choses se passent exactement de la même manière à Banja, qui est une petite ville du département du Honkam, que l'on pourrait même considérer comme un village. Ben, les Camerounais sont sortis dans la rue pour défier Paul Biya et pour scander Issa Chiroma président, chanter Issa Chiroma président, avec des arbres de la paix qui sont très symboliques dans l'ouest du Cameroun. Donc voilà, on voit bien que la colère qui s'est manifestée aujourd'hui, qui faisait suite à un appel à manifester, à marcher, lancé par Issa Chiroma Bakari, cet appel à manifester, à marcher, a été entendu dans un grand nombre de villes du Cameroun. Et bien entendu, vous pouvez vous-même témoigner de ce que vous avez vu au 331 77 62 77 69. Vous nous envoyez un message WhatsApp et nous allons vous passer l'antenne. En tout cas, il est clair que la manifestation de colère que l'on peut voir, les manifestations de colère qu'on peut voir aujourd'hui au Cameroun sont inédites dans l'histoire. C'est quelque chose qu'on a rarement vu. Bien entendu, il y a déjà eu des mouvements de ce type. Il y en a eu en 1992 lors de la revendication de ce qu'on appelait la victoire volée de John Frondi. Il y en a eu également en 2018, mais cette année, c'est assez particulier et nous aurons des journalistes spécialisés qui nous en parleront. Nous aurons Aman Mana, journaliste fondateur du Jour, qui sera avec nous, on l'espère. Nous aurons également Jean-Bruno Tagne, qui est le fondateur de la Web TV Naya TV. Nous aurons également Harold Ketchemen, qui est un auteur spécialiste de l'histoire du Cameroun. Nous aurons plusieurs intervenants, notamment des intervenants qui sont sur le terrain. Et si nous sommes prêts, nous allons tout de suite parler avec un intervenant qui est au cœur de la machine de la contestation, Douala. Nous allons parler avec Serge Patrick Cortars, qui est secrétaire national à la communication du Manidem, de l'UPC Manidem, qui a arpenté les rues de Douala, qui a regardé, qui a vu, qui a également été témoin de la tragédie qui commence avec au moins 4 morts. 4 morts tués par les forces de l'ordre. Serge Patrick Coltars, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir Théophile, je vous entends super bien. Bon, bonsoir Serge Patrick. Alors vous êtes sur le terrain, vraiment c'est la priorité au terrain. Les Camerounais de la diaspora, mais les Camerounais du Cameroun également, veulent savoir ce qui s'est passé à Douala. Donc vous étiez sur le terrain, vous avez sillonné Douala, vous êtes allé dans plusieurs endroits. J'aimerais d'abord qu'on parle de la stratégie qui a été mise en place, de la stratégie de contestation qui a été mise en place à Douala. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle a été la stratégie de mobilisation que vous avez observée à Douala, dans la ville de Douala? Ok, merci Théophile. D'abord, la première des choses que je voudrais dire, c'est que l'appel à manifestation a été répondu favorablement par tous les Camerounais. Plusieurs personnes pensaient que rien ne se passera à Douala, mais finalement, dans tous les quartiers, pratiquement, ont été pris d'assaut. L'objectif était de former des manifestations dans des quartiers différents, par exemple, pour prendre de court la police et même la gendarmerie aussi. Donc, la manifestation a commencé dans un quartier qu'on appelle Texaco Report et directement, Shell Newbel a pris le relais, Kouloulou a pris le relais, et d'autres quartiers aussi comme Deido à Grand Moulin, etc. Donc, cette stratégie-là a permis au peuple déjà de se mobiliser et de montrer que
cette victoire est une victoire du peuple. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses aussi, c'est démontrer que c'est toute la population de Douala qui est avec Issa Chiroma Bakari, qui a gagné cette élection présidentielle. Et alors, la population s'est mobilisée dans plusieurs quartiers et cette stratégie a, d'une certaine manière, épuisé les forces de l'ordre. Oui, les forces de l'ordre étaient dépassées, pour ne pas dire complètement exténuées. Vous voyez bien, quand vous avez fait, quand vous avez une guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous avez la crise à l'extrême nord avec Boko Haram. Douala, qui est une ville frondeuse, il faut le dire, dont les gens ont l'habitude, en fait, de manifester et d'être face à ces forces de l'ordre-là. Mais ce qu'il faut remarquer quand même, c'est euh, Théophile, c'est que les gens sont restés assez disciplinés. On n'a pas cassé, les gens n'ont pas cassé. Vous voyez bien, ils disciplinaient eux-mêmes, ils s'autodisciplinaient eux-mêmes pendant la manifestation. Je parle notamment de la manifestation de Ndokochi. Il y a des vidéos qui circulent sur Internet. Mais c'est quand les forces de l'ordre répliquaient de manière violente que finalement les manifestants réagissaient en fait à ces forces de l'ordre-là. Et ce que j'ai remarqué moi sur le terrain, par exemple, qui était à Nubel, c'est que la police, la police là-bas a été très 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 répressive vis-à-vis des manifestants. Pourtant, ces manifestants-là avaient appelé, pourtant le candidat Issa Chiroma Bakari, qui est vainqueur d'élection, avait appelé à manifester pacifiquement. Donc c'est ce qu'il faisait. Il manifestait pacifiquement, mais la provocation des forces de l'ordre, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Donc, c'est un peu ça. Mais ils étaient vite débordés. Il manquait d'eau. Par exemple, vous savez, à Douala, il n'y a pas de bouches d'incendie un peu partout. Donc, il n'y a pas de réserve d'eau. Donc, ils sont obligés. Alors, Serge Patrick Coltart, vous nous écoutez? Alors, on va essayer de recontacter Serge Patrick Coltart parce il est important de parler, malheureusement, des morts qui ont été enregistrés. Serge Patrick, on nous parle de morts, de 4 morts au moins à Douala, et on ne fait pas que nous parler. Nous avons eu des images que nous avons pu authentifier, de morts à Douala. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, je confirme qu'il y a eu véritablement des morts à Douala, au quartier dit Kouloulou, qui est dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Bon, il y a des éléments de la gendarmerie de cette zone-là qui ont tiré, et de la police, je précise bien, qui ont tiré à balles réelles. Et là, pour l'instant, des informations qu'on a et que j'ai glanées, parce que j'avais des camarades qui étaient de ce côté-là, on parle de 4 morts. 4 morts déjà à Douala. Bon, j'ai vu d'autres informations de d'autres morts qui venaient d'autres quartiers, notamment à Tesako, à Report, où je parle bien au conditionnel, il y aurait eu, c'est peut-être, 2 morts aussi de ce côté-là. Donc, information à confirmer En tout pour cas, l'instant. les morts que vous pouvez confirmer, les morts, en tout cas, qui font l'objet d'un consensus, c'est toujours très difficile dans ces périodes troublées, ces 4 morts, des morts qui auraient pu être évitées dans la ville de Douala. Alors, au départ, certaines remontées indiquaient que les forces de l'ordre étaient plutôt coopératives d'une certaine manière à Douala. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout bascule? Comme j'ai indiqué tout à l'heure, il y a des forces de l'ordre qui ont été coopératives, qui ont respecté le mot d'ordre de manifestation pacifique en encadrant les populations, notamment la gendarmerie. Vous pouvez voir des images qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux dans une partie du quartier Nouvelle, où les manifestants et les forces de l'ordre, et surtout la gendarmerie, ont communié. Et ça, c'est ça. Mais je peux dire que il y a, à Douala, pour parler précisément de cette ville, vous avez quelques forces de l'ordre ou quelques personnes qui pensent que tout doit être résolu par la force et ne pas écouter la voix du peuple, en fait. Donc voilà, c'est ça qui a mis le feu aux poudres. Si la police et la gendarmerie, ou certains corps de la police et de la gendarmerie, encadraient simplement les populations, il n'y aurait pas eu le feu aux poudres. Donc voilà, je pense que c'est l'excès. Ça veut dire que l'excès d'utilisation de la force, alors que ce n'est pas dans les missions régaliennes
de la police, sauf en cas d'émeute, ce qui n'a pas été le cas à Douala. Et donc voilà, c'est ce qui a mis le feu aux poudres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Merci. Alors Serge, Patrick, nous allons peut-être revenir vers vous. Nous allons essayer d'avoir d'autres témoins, notamment dans le nord du pays. Alors je vais demander à la régie de me dire si nous pouvons parler à notre interlocuteur qui se trouve dans l'extrême nord du Cameroun, Ferdinand Paul Enoka, les correspondants du quotidien Le Jour à Marois. Mais avant de l'avoir, nous pouvons déjà parler à un observateur, un journaliste qui est un bon connaisseur des réalités politiques camerounaises et qui a observé attentivement la situation dans les différentes villes du Cameroun. Ce dimanche qui était une journée de manifestation et de marche avant la journée de demain, qui est une journée difficile, c'est la journée durant laquelle le Conseil constitutionnel va proclamer la victoire de celui qu'il estimera le président élu selon les modalités assez spéciales de l'ordre institutionnel camerounais. Jean-Bruno Tagne, est-ce que tu m'entends? Oui, bonsoir Théo. Bonsoir. Bonsoir Jean-Bruno. Alors, nous avons écouté le témoignage assez riche de Serge Patrick Coltart. Nous avons écouté son témoignage assez riche, lui qui était à Douala, il a fait plusieurs carrefours à Douala. Et bien entendu, il y avait des manifestations ailleurs que tu as suivies attentivement. Quel est le regard que tu portes? Tu as un regard d'expert, de journaliste politique aguerri, sur la journée que l'on vient de vivre. Alors, ce qu'on a pu observer, c'est que ça a été une journée assez chaude quand même, et c'est pratiquement tout le pays qui était en manifestation. Donc, d'abord, les régions du Septentrion, c'est-à-dire l'Adamawa, le Nord et puis l'extrême Nord, il y a eu des manifestations. À Douala, c'était particulièrement chaud. Vous avez montré quelques images tout à l'heure et on déplore malheureusement des morts à Douala. Dans le sud-ouest également, à Boya, à Limbé, on a vu des images de manifestations là-bas. Dans l'ouest du Cameroun, Bafoussam, il y a eu des manifestations, Banganté, Bafang, et surprenant aussi, c'est Yaoundé, parce que Yaoundé a tardé à rentrer dans la danse et finalement, en fin de journée, il y a eu des manifestations dans certains quartiers comme Mokolo. Donc, ce qu'on a pu tirer comme première leçon de ces manifestations, c'est que c'est pratiquement tout le pays qui a connu ces mouvements-là. Ça veut donc dire que le mot d'ordre de marche, de manifestation publique qui a été lancé par Issa Chiroma a été suivi. Ok, et justement, ce mot d'ordre a été suivi. Demain, ce sera l'épreuve de force. De toute façon, des images nous viennent montrant que les hiérarques du RDPC préparent déjà la fête. Ça veut dire qu'ils ont entendu dire que le Conseil constitutionnel va proclamer Paul Biya vainqueur. Dans un contexte pareil, il me semble que le Cameroun n'a jamais été dans un contexte d'ébullition de ce niveau depuis le début, le retour du multipartisme en 1990, même en 1992, avec ce qu'on appelait la victoire volée de John Frundi. Le Cameroun n'était pas dans un tel niveau de nervosité. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Disons qu'il faut relativiser quand même, hein, parce que 92, c'était autre chose. C'était des mobilisations quand même terribles. Il y a eu de longs mois de villes mortes. Il y a eu également, après les villes mortes 91, en 92 maintenant, il y a eu cette élection qui a été volée à Frundi. Aujourd'hui, avec le recul du temps, on peut le dire. Frundi avait gagné cette élection qui lui a été volée par le président Paul Biya. Donc, il y a eu des manifestations qui ont suivi. Je rappelle que Frundi avait été, à la suite de cette élection, de cette contestation des résultats, placé en résidence surveillée chez lui dans le nord-ouest à Bamenda. Donc, il y a eu pas mal de manifestations. Après la victoire revendiquée par Maurice Kamto en 2018, il y a eu également des manifestations, peut-être pas de la même ampleur
que ce qu'on observe en ce moment avec la victoire revendiquée par Issa Chiroma. Donc, on ne peut pas dire que c'est la plus grosse manifestation jamais connue par le Cameroun depuis le retour au multipartisme. Non, en 92, au début des années 90, les manifestations étaient vraiment populaires et avaient embrasé pratiquement tout le pays. On a connu de longs mois de villes mortes, la contestation électorale par la suite et tout. Par contre, je suis d'accord que les manifestations qu'on a en ce moment sont largement au-delà de ce qu'on a vu après la revendication de la victoire de Maurice Kamto en 2018. Alors, j'aimerais qu'on retrouve Serge Patrick Coltars, parce que je voudrais Mm. qu'on évoque ce qu'il a appelé en off avant qu'on lance cette émission. Serge Patrick, vous m'avez parlé d'une sorte de tentative de tribaliser la situation à Douala, une observation d'une forme d'ingénierie sociale que vous trouvez assez préoccupante aujourd'hui à Douala. Exactement, Théophile. Déjà, il faut remarquer que Douala est une ville assez cosmopolite. On parle de plus de 4 millions d'habitants. Ça veut dire que vous avez des, des populations qui viennent de différentes zones rurales du pays. Ça veut dire que de l'ouest, du nord, des pays Bassa qui sont pas loin, d'une CAM, etc. Donc, vous avez une sorte de grand mélange culturel dans cette ville-là. Mais quand on était sur le terrain, j'étais pas seul avec d'autres camarades, on a senti un air de tribalisation en fait de ces manifestations-là. Tribalisation dans quel sens en fait? euh, Certains policiers ou alors des agents de la police disaient, il le disait parce que j'étais là, il semblait pas, il le disait aux populations que ne suivez pas les gens du Nord et les Bamileke, ne les suivez pas dans ces manifestations. Et s'ils Des viennent policiers, des hommes dans en vos armes, quartiers, des personnes assermentées. oui, bien sûr, des personnes assermentées. Ça veut dire que je vous parle des OPJ, je vous parle des forces spéciales de la police qui ont utilisé cette technique, en fait, comme une technique de. Vous savez, ça a été utilisé pendant les guerres d'indépendance. C'est des techniques de guerre psychologique pour briser, en fait, la motivation des populations qui veulent participer aux manifestations. Donc, le message était clair dans la zone où on était. Ne suivez pas les nordistes et les bamileke dans cette manifestation. Et là, on était dans une zone où il y a un petit mélange entre les Bamileke et les Bassa. Donc voilà, vous pouvez bien, vous savez bien, c'était vraiment très, très déplacé. Et voilà, donc cette tentative, malheureusement, je peux le dire, de tribalisation n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que si vous regardez aujourd'hui, bon, je ne vais pas parler de ça, on va parler de ça après pour les arrestations qu'on a eues. Ce ne sont pas des arrestations à caractère tribal. Ça démontre en fait que le régime en place ne réussit pas à diviser les Camerounais aujourd'hui par la tribu. L'Union pour le changement, portée par Anissé Kane et Inje Kamchameni, qui a porté la candidature de Issa Chiroma, c'est un mouvement trans-tribal. Donc voilà, donc ces quelques tentatives de tribalisation, c'est un souffle, ça sent un souffle de fin en fait pour ce régime en fait de Yaoundé. Merci beaucoup, Serge Patrick Coltars. On va essayer d'avoir notre interlocuteur à Maroua, journaliste correspondant du quotidien Le Jour à Maroua. S'il n'est pas encore disponible, nous allons regarder les images d'Issa Chiroma qui a annoncé aujourd'hui qu'il avait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement. Il a dit alors, bien entendu, que demain, ce sera le jour de la proclamation des résultats officiels et que depuis un certain nombre de jours, il y a des vagues d'arrestations, des centaines d'arrestations dans les rangs de l'opposition. Écoutons Issa Chiroma et nous tenterons de joindre notre interlocuteur dans la ville de Maroua, la capitale de l'extrême nord du Cameroun.
Je voudrais ce matin partager très rapidement avec vous une information insolite qui aurait pu m'être fatale n'eût été la protection divine. Ce matin, j'ai été réveillé par des annonceurs qui ont attiré mon attention sur le fait que ma maison était lourdement envahie par une équipe de militaires et d'experts, l'objet étant de m'extirper de ma maison et de m'amener. Grâce à Dieu, grâce à cette information que j'ai reçue donc des lanceurs d'alerte, cette opération a été vouée à l'échec. Je voudrais donc remercier les uns et les autres pour leur contribution, car n'eût été donc cet avertissement persistant qu'ils m'ont adressé, peut-être que le pire aurait pu arriver. Je remercie donc les lanceurs d'alerte et merci pour leur contribution. Mais merci également à toutes les populations aujourd'hui qui constituent la chaîne humaine de protection de mon intégrité physique et de ma protection. Merci beaucoup. Demeurons vigilants. Cette conspiration, dont l'objet était donc de m'extirper de ma maison, de m'amener à une destination qui leur est connue, qu'est-ce qu'ils allaient en faire de moi? Est-ce que c'est pour m'emprisonner, pour me tuer? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que cette conspiration a donc échoué. Je demande aux uns et aux autres de rester vigilants. Je voudrais également faire savoir à celui qui préside encore au destiné de cette nation, M. Biya, que le seul crime que j'ai commis aujourd'hui, c'est d'avoir gagné l'élection présidentielle. Il ne s'en accommode pas, mais telle est la volonté du peuple camerounais. Je resterai toujours fidèle à cet engagement, que le peuple sache que je lui resterai fidèle, et jusqu'à ce que l'objectif qu'ensemble nous nous sommes fixés dans le cadre du changement, que cet objectif-là soit atteint. Restez donc vigilants, restez conscients, sachez que je reste donc l'homme que vous avez choisi, sur qui vous avez jeté votre dévolu, et je m'engage donc à ce que l'objectif que nous nous sommes fixés soit réalisé. Merci aux lanceurs. Alors voilà, c'est Issa Chiroma, la prise de parole d'Issa Chiroma qui annonce qu'il a fait l'objet d'un enlèvement. De nombreuses rumeurs annoncent que cette nuit également, les forces de l'ordre tenteront de l'enlever dans sa résidence de Garoua où il se trouve. Alors nous allons bien entendu essayer d'avoir notre interlocuteur à Maroua, à l'extrême nord du Cameroun. Mais puisque c'est une antenne libre, nous avons au téléphone un militant du FSNC, donc le parti d'Issa Chiroma, qui était dans la manifestation de Paris, parce qu'il y avait des manifestations dans les villes du Cameroun, mais il y avait également des manifestations dans la diaspora, notamment à Paris et à Berlin. Bonjour. Bonjour Ménélique. Allô? Allô? Oui, allô Ménélique, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors, vous avez voulu prendre la parole pour nous raconter ce que vous avez vu et vécu dans la manifestation de soutien à ce qu'on appelle le peuple du changement qui s'est déroulé à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, ce à quoi vous avez participé? Disons que j'étais pas à la manifestation de Paris aujourd'hui. J'étais plus connecté sur les réseaux et je suivais l'actualité au pays. Et c'est le sujet sur lequel je voulais intervenir parce que, en tant que Camerounais, donc j'ai plus suivi l'actualité au Cameroun parce que nous, ici à Paris, nous n'avons pas de difficulté à manifester. Et c'était plus ce qui se passait au pays qui m'intéressait parce que c'est un peu délicat parce que on n'a pas, moi je suis de 82, j'ai jamais vu mon pays se lever, manifester. J'avais déjà manifesté en 2018 à Paris, mais j'étais plus intéressé par ce qui se passe au pays parce que je sais qu'ici, il n'y a pas de difficulté à ce que les Camerounais sortent pour manifester leur point de vue politique. Mais c'était plus ce qui se passait au Cameroun et je tenais à dire que je tenais à pousser encore nos compatriotes qui sont au Cameroun à rester très, très courageux, à continuer à se battre et que c'est comme si c'était un arbre qu'on est en train d'abattre,
à chaque fois qu'on donne un coup de hache, l'arbre s'affaiblit. Faut pas se décourager. Il faut continuer pour que ça puisse s'écrouler. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner les informations que vous attendiez. Mais je tenais juste à profiter de votre tribune pour envoyer un message d'encouragement à nos compatriotes qui sont au pays, à tenir bon, envoyer mes condoléances les plus sincères aux familles qui ont perdu un, un membre, mais de continuer toujours à se battre. À tous les peuples du Nord, de l'Ouest, du Sud-Ouest, du Centre, du Mungo, de partout, sortez, battez-vous. Ça ne sert à rien de vivre dans la peur. Ça ne sert à rien de vivre dans la peur. Si les Burkinabés ont pu se battre pour sortir de là, pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Nous qui sommes si plus intelligents, nous Bah, qui nous sommes peut-être pas sommes plus intelligents, battants, nous sommes aussi intelligents, on va dire. ouais, aussi intelligents, voilà. Excusez-moi, hein, c'est un peu trop de chauvinisme, mais nous sommes aussi intelligents, nous sommes vaillants. Je pense que c'est le meilleur moment de sortir pour qu'on n'ait pas de prétexte, pour qu'on n'ait pas pour que le camp d'en face n'ait aucune raison de dire quoi que ce soit. Ils ont vite fait d'éliminer Kamto. Ils se rendent compte aujourd'hui que Kamto, c'était un modéré. Et il faut qu'on leur montre qu'ils ont fait une grosse bêtise et il faut qu'on aille jusqu'au bout. Parce qu'en 92, on n'était pas allé jusqu'au bout. Je peux me remonter à plus avant 90, dans les années 70, nos parents qui s'étaient battus pour l'indépendance du pays n'étaient pas allés jusqu'au bout. En 90, on n'est pas allé jusqu'au bout. Et s'il faut bien analyser la situation, les conditions sociales des Camerounais ne font que s'empirer parce qu'on mène des combats et on ne va pas jusqu'au bout. Là, maintenant, on n'a aucune raison de nous arrêter. Donc, vraiment, j'apporte ma petite pierre à l'édifice, j'apporte mon petit message, j'encourage, j'envoie des félicitations à tous les influenceurs, à vous aussi, Monsieur Kouamo, je vous suis depuis très longtemps dans les différents médias dans lesquels vous êtes passé. Je vous donne mes encouragements. Je ne sais pas comment je peux parler pour mieux me faire comprendre, mais au moins, je pense que vous comprenez l'idée de ce que je veux dire. Merci beaucoup, Ménélique. On rappelle que vous êtes un militant FSNC, donc un soutien d'Issa Chiroma, et que vous vivez en région parisienne et que vous suivez attentivement tout ce qui se passe au Cameroun en ce moment. On va essayer de reprendre contact avec notre confrère Jean-Bruno Tagne. Jean-Bruno, est-ce que tu es là? Jean-Bruno Tagne? Oui, je suis là, Théo. Alors, donc, nous avons eu le témoignage de Serge Patrick Coltars. Je tenais à évoquer ce témoignage de Serge Patrick Coltars qui évoquait la stratégie de division sur le terrain ethnique. Et une stratégie mise en place en haut lieu, on imagine, mais en tout cas exécutée par les forces spéciales, par la police dans les différents quartiers. Une stratégie qu'on retrouve également sur Internet. Tu es un bon analyste des jeux des influenceurs camerounais sur Internet, et c'est préoccupant. Est-ce que ça peut prendre ? Alors, disons que ça a du mal à prendre. Il faut savoir que l'usage du tribalisme est une arme. Hein. Le tribalisme, c'est une arme que le pouvoir a toujours utilisée chaque fois qu'il s'est retrouvé en difficulté. Toutes les époques critiques que le Cameroun a connu, l'usage du tribalisme a toujours été très, très présent. On a vu en 92, contre Froundi, on a parlé des anglo-bamis qui voulaient s'accaparer du pouvoir, c'est-à-dire les anglophones et puis les bamileke. En 2018, on a accusé Maurice Kamto d'être en réalité un leader communautaire qui prônait l'hégémonie du peuple bamileke et tout. Cette année, Issa Chiroma, on a du mal à le renvoyer sur le terrain tribal, mais on a quand même fabriqué une
espèce de coalition tribale autour de Issa Chiroma en estimant que Issa Chiroma était en réalité roulait pour les nordistes, c'est-à-dire les Camerounais des 3 régions du septentrion, pour les Bamileke et dans une moindre mesure pour les anglophones. Donc, il y a toujours cette stratégie qui consiste de tribaliser le débat parce que le pouvoir, il est très, très conscient que c'est un élément qui joue sur la sensibilité des gens. C'est-à-dire qu'on vous dit, attention, vous, peuple du Sud, faites très, très attention parce que votre pouvoir, ou alors notre pouvoir, est en train d'être convoité par des gens qui vont venir et ce sera forcément contre vous. Donc, cela permet de créer une espèce de bloc tribal autour des gouvernants. Alors, cette fois-ci, le discours a du mal à passer parce que quand vous regardez ceux qui manifestent aujourd'hui pour Issa Chiroma, il est très, très difficile de pouvoir les pousser dans une espèce de ghetto tribal. Anissé Kane, qui soutient Issa Chiroma, n'est malheureusement pas nordiste. Djekam Tchameni, il est de l'Ouest. Il y a plein d'autres personnes qui soutiennent Abba Oyono, qui a été arrêté, professeur d'université. C'est un enfant du Sud. Voilà. Et quand vous regardez les meetings de Issa Chiroma pendant la campagne, il a fait foule dans l'ouest du pays, ce n'est pas chez lui, il a fait foule à Douala, il a fait foule chez les anglophones, dans le nord qui est un peu plus chez lui, ainsi de suite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la candidature de Issa Chiroma est en train de transcender tout le piège tribal ou alors ethnique que le pouvoir a toujours sorti, a toujours tendu aux différents opposants à tous les moments critiques de notre histoire politique. Alors, faisons un peu de prospective. Demain, le Conseil constitutionnel, Jean Bruno, va donner sa décision. Donc demain, c'est la journée de tous les dangers. Qu'est-ce qui peut se passer après cette journée où on a déjà enregistré au moins 4 morts? Qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que dans l'esprit de tout le monde, le Conseil constitutionnel va proclamer Paul Biya vainqueur. Alors, je pense que la journée d'aujourd'hui était une espèce de test qui a été intelligemment lancé quand même par l'équipe de Chiroma la veille de la proclamation des résultats. Je pense que c'était une manière de faire une démonstration de force, de démontrer sa capacité à pouvoir mobiliser les Camerounais. Et à l'observation, il a réussi parce qu'une bonne partie du pays a suivi son appel à manifester, y compris dans la diaspora. Vous avez montré tout à l'heure les images de Paris. Voilà, il est possible qu'on ait d'ici la fin de cette journée-ci d'autres images de d'autres pays où les Camerounais ont manifesté. Donc, c'était une manière aujourd'hui de faire un test de popularité, un test de mobilisation des Camerounais qui a été lancé donc par Chiroma et ses conseillers. Demain, c'est le grand jour, la proclamation des résultats. Alors, si on voit l'ampleur de la mobilisation aujourd'hui, en prélude à l'annonce des résultats demain, il y a fort à craindre que les gens sortent encore plus nombreux qu'ils ne l'étaient aujourd'hui. Donc, ça va être vraiment la journée de tous les dangers. Évidemment, le pouvoir ne va pas s'avouer vaincu. Ils vont essayer, comme d'habitude, de militariser les principales villes. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est l'arrestation de Issa Chiroma parce que c'est quand même quelque chose qui a agité depuis quelque temps et quand on regarde les réseaux sociaux, ceux qui communiquent, les activistes qui communiquent pour le compte du pouvoir depuis le début de cette crise post-électorale l'annoncent. Ils ont annoncé qu'on arrêterait Anissé Kane, il a été arrêté. Ils ont annoncé qu'on arrêterait Djekam Tchameni, ça a été le cas. Le professeur Abba Oyono, il a été arrêté également. Et en ce moment, ils ont annoncé que Issa Chiroma devrait être arrêté. Et je lisais quelque part, une de ces personnes-là a annoncé que d'ici mardi, tout le monde sera à Yaoundé, y compris Issa Chiroma lui-même. Et
il y a un cordon de sécurité populaire qui a été dressé autour de la résidence de Issa Chiroma à Garoua. Et donc, les forces de maintien de l'ordre, Issa Chiroma lui-même l'a révélé, ont déjà essayé de l'interpeller, mais ont buté sur cette présence massive des populations qui constitue une véritable barrière humaine autour de sa résidence. Donc, il est possible qu'on, d'ici à demain matin, avant la proclamation des résultats, qu'il y ait également une autre escalade dans la répression des mouvements pour permettre que la proclamation des résultats ait lieu de la manière la plus calme possible. C'est du moins ce que le pouvoir souhaite et le peuple ou alors les manifestants semblent très très déterminés. Donc d'ici demain, ça va être assez chaud quand même. Alors justement, on peut penser que ce sera chaud, on peut penser que finalement, au niveau de la communauté internationale, ils se disent, dès lors que Paul Biya va être proclamé, les choses vont rentrer dans l'ordre. On a l'impression qu'il y a une forme d'apathie de la communauté internationale, des médias internationaux qui ne font pas très attention manifestement à ce qui se passe au Cameroun. Quelle est l'analyse que tu en fais ? Ah oui, je parlerais même de lâchage, hein. C'est-à-dire que je suis toujours impressionné par l'attitude de la communauté internationale et même des médias internationaux chaque fois que cela concerne le Cameroun. Pour moins que ce qu'on vit au Cameroun, dans d'autres pays, on trouve que les médias, enfin, je trouve que les médias internationaux, ils vont vraiment à fond la caisse, quoi. Et alors, quant à la communauté internationale, les Nations Unies, les grands pays comme les États-Unis, la France également, il y a un laxisme qui est extraordinaire. Quand on voit la sauvagerie et la brutalité avec laquelle la candidature de Maurice Kamto a été recalée par le Conseil constitutionnel et le silence qui a été celui des Nations Unies, celui des grands pays, c'est quand même quelque chose de préoccupant. Quand on voit les manifestations ou alors comment l'élection elle-même s'est déroulée, et vous vous souvenez qu'il y avait quand même des observateurs dits internationaux qui sont venus voir ces élections et qui ont une phraséologie déjà écrite assez classique qui consiste à dire oui, il y a eu quelques irrégularités, mais qui ne sont pas de nature à remettre en question l'élection et tout. Donc, en fait, on a une communauté internationale qui cautionne tout ce qui se passe au Cameroun et ne bronche pas du tout, qui ne fait absolument rien du tout pour essayer de ramener les choses dans le bon ordre. Il y a des violations graves des droits humains qu'on est en train d'observer. Vous avez vu, on parle aujourd'hui déjà d'au moins 4 morts à Douala. Il y aurait eu des morts dans la partie septentrionale du pays, notamment à Ngaoundéré. Bon, je ne voudrais pas m'avancer sur le nombre de morts pour l'instant, mais ce qui est confirmé pour l'instant, c'est ceux de Douala. Il y a pas mal de confrères qui le confirment. Et donc, tout cela se passe sous silence. La communauté internationale fait comme si de rien n'était, alors qu'ailleurs, pour moins que ça, on voit des pays qui sortent vraiment l'artillerie lourde pour condamner ce qui s'y passe. Mais au Cameroun, je sais pas quelle est la formule magique qu'utilise Paul Biya pour se mettre pratiquement à ses pieds toute cette communauté internationale. Bon, pour ce qui est de la France, il ne faut pas attendre grand-chose de la France, hein, qui a toujours cautionné ce que Paul Biya fait au Cameroun. Paul Biya qui s'est toujours vanté d'être le meilleur élève de la France. Donc ce n'est pas de la France, même pas celle du jeune Macron, entre guillemets, qu'il faudra attendre quoi que ce soit allant dans le sens contraire des intérêts du président Paul Biya, hélas. Merci beaucoup Jean-Bruno. Très rapidement, nous allons tenter de joindre Aman Mana. Aman Mana, c'est un des journalistes camerounais les plus en vue, les plus expérimentés. Il a été le patron de Mutation, il a été le fondateur du Jour, des éditions du Chabel, et qui ont produit de nombreux ouvrages, notamment de nombreux ouvrages historiques et politiques. C'est un enseignant en journalisme. Et aujourd'hui, Aman Mana, avant le début de cette émission, m'a dit qu'il était extrêmement préoccupé par la situation au Cameroun, que le niveau de danger auquel le Cameroun est exposé aujourd'hui était inédit. Bonsoir Aman Mana. Bonsoir Théo Kwamon.
Alors, Aman, ce n'est pas un secret ce que je viens de dire. Tu es très inquiet de ce que tu vois au Cameroun. Quel est le bilan que tu fais de cette journée, ce dimanche 26 octobre, qui précède le lundi 27 octobre, durant lequel le Conseil constitutionnel va peut-être donner un vernis légal à une sorte de passage en force du président sortant? Ben, je voulais te dire tout simplement que de mémoire de journaliste, depuis les villes mortes de 1900, des années 90, on n'avait pas vu comme ça les populations camerounaises se mettre dehors et puis pour exprimer leur ras-le-bol concernant ce président. Même en 2008, ce qu'on a appelé les émeutes de la faim, n'étaient pas, c'était pas dans tout le pays, entièrement dans tout le pays, mais ce que, de toutes les façons, de loin, hein, d'aussi loin que je suis, et les rapports que j'en ai eus, on se rend compte que c'est le pays dans son immense entièreté, bien entendu, qui se lève et qui est en train de cracher son ras-le-bol. Et qu'est-ce qui peut se Malheureusement. passer dans ce contexte où finalement, d'un point de vue électoral, en tout cas si l'on s'en tient aux procès-verbaux issus des urnes, le président Paul Biya semble n'avoir quasiment plus aucune assise, en tout cas aucune assise urbaine puissante. Qu'est-ce qui peut se passer demain? Personne n'était à mesure de prévoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Dans le même temps, personne ne va. C'est extrêmement explosif. C'est extrêmement explosif parce que vous voyez, ce n'est même pas à l'issue de la proclamation. C'était juste à la suite d'un mot d'ordre lancé par Issa Chiroma depuis on va appeler ça quoi, son repère de Garoua. Donc, on pense que la proclamation de ces résultats arrangés, comme tout le monde a pu le voir en suivant l'actualité camerounaise, de ces sempiternelles victoires de M. Biya, ça peut donner lieu à une inflammation qui est sans précédent. À mon sens, les uns et les autres devraient pouvoir garder une espèce de raison, mais c'est comme un train qui est lancé c'est comme un train qui est lancé, je ne sais pas s'il pourra. Alors justement, Aman Mana, on a l'impression que peu de Camerounais ont une prise sur Paul Biya, puisque de toute façon, ces rares sorties, il les a souvent réservées à des représentants de ce qu'il est convenu d'appeler la communauté internationale. Est-ce que, à ton avis, la communauté internationale, c'est-à-dire les grandes capitales, les Nations Unies, mais également les médias internationaux, est-ce qu'ils ont pris la juste mesure de ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun? Est-ce que leur responsabilité pourrait être engagée si le pire venait à advenir? Vous savez, le Cameroun n'est pas comme ça une monade qui est seule quelque part. Non, le Cameroun fait partie d'un ensemble d'organisations internationales. Il fait partie. Et ce qui se passe au Cameroun a un impact très très fort sur tout le reste en Afrique centrale. Je voulais parler d'un pays comme le Tchad ou comme la Centrafrique, qui sont de manière très très directe impactés par la situation camerounaise. J'imagine que si la situation insurrectionnelle qui prévoit à Douala perdure pendant
Parce que Douala, c'est le grand port de la région. Quelque temps, si dans le Grand Nord, ça continue ainsi, très très vite, le Tchad et la Centrafrique seront asphyxiés. Mais je suis personnellement, en essayant de faire une espèce de monitoring de la situation dans les grands médias internationaux, je suis surpris par l'espèce de torpeur ou alors le silence, appelons-le ainsi, dans tous ces grands médias internationaux au sujet de ce qui se passe au Cameroun. Ma foi, ce qui se passe au Cameroun est absolument mérite cet intérêt que l'on accorde aux pareilles situations, mais je ne vois nulle part ailleurs. Je veux dire, aux États-Unis où je suis, j'ai vu un petit filet dans le New York Times la semaine dernière qui parlait vraiment comme ça, de loin à loin, de ce qui s'est passé dans la ville de Tchang. Et puis, vraiment, ailleurs, hein, c'est vraiment de manière exotique, quoi. On évoque le Cameroun presque de manière exotique, le Cameroun et cette élection qui est vraiment lointaine dans un pays. Avec le plus vieux président du monde. Avec ce président qui, alors que, écoutez, c'est une forme de conspiration du silence. Alors, une conspiration du silence, Aman, face à une véritable répression. Il y a plusieurs centaines de Camerounais aujourd'hui qui sont en prison. Et parmi ces centaines de Camerounais qui sont en prison, il y a deux grandes figures de l'opposition, deux grandes figures historiques de l'opposition, Anissé et Kané, président du Manidem, et également Djeukam Tchameni, les deux ayant formé l'Union pour le changement, et l'Union pour le changement qui a accompagné la candidature et la stratégie électorale d'Issa Chiroma. Anissé Kané est intervenu à plusieurs reprises sur le plateau de Décrypter l'Afrique. On regarde un extrait d'une de ses interventions avant qu'il soit malheureusement arrêté. Djeukam Tchameni, je me suis trompé, Djeukam Tchameni nous a accordé deux interviews au moins. On va regarder un extrait d'une de ses interventions avant qu'il soit malheureusement arrêté. Monsieur Komo, le peuple a parlé et je ne veux pas m'asseoir ici et dire à ce peuple qui est souverain de quelle manière il doit réclamer ses votes. Le peuple camerounais utilisera les moyens qui lui conviennent le mieux pour défendre une victoire qu'il s'est octroyée. Et ce peuple-là, il a commencé à montrer qu'il n'accepterait plus des fraudes grossières telles qu'elles se sont passées pendant les élections antérieures. Et la chose qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, les Camerounais ont filmé les tableaux. C'est-à-dire que ce qui se passait, les Camerounais ont voté et ils sont restés jusqu'au dépouillement. Et chacun avait sa caméra et a pris des photos du tableau noir. Donc, quand ils allaient me renseigner les différentes plateformes, ils entraient non seulement les chiffres, les résultats, mais ils envoyaient la preuve que ces résultats-là n'étaient pas fictifs. Et la plupart des plateformes avaient des systèmes de géolocalisation qui nous permettaient de prouver que la personne était effectivement à cet endroit-là au moment où ils prenaient la photo. Ils ne pourront pas s'en sortir. C'est extrêmement difficile de pouvoir convaincre le peuple qu'il n'a pas voté pour M. Issa Chiroma. Ça ne sera pas possible. Je ne vois pas comment ils vont le faire. Alors, c'est Djeukam Tchameni qui parle. Djeukam Tchameni qui aujourd'hui, dans les géoles du secrétariat d'État à la Défense, le fameux CED, ce qui crée beaucoup de traumatisme et d'inquiétude dans son parti politique, dans sa famille, parmi ses camarades de lutte, ce qui témoigne également du choix répressif du pouvoir, parce que Djeukam Tchameni, Anissé Kané
sont protégés d'une certaine manière par leur notoriété, mais ce sont plusieurs centaines de Camerounais aujourd'hui qui ont été arrêtés, notamment qui ont été arrêtés à Yaoundé sur des bases discutables, notamment au quartier de la Briqueterie. Alors, je voudrais qu'on écoute, si possible, un extrait d'une interview que nous avons eue avec Makini Tchameni. C'est l'épouse de Djekam Tchameni. Elle est de nationalité américaine et elle a été sa camarade de tous les combats. Et elle raconte un peu comment s'est déroulée l'arrestation de son époux Djekam Tchameni. On écoute. Bien entendu, c'est en anglais. Nous allons traduire cette interview en français. Bon, le Cameroun étant un pays bilingue, nous avons voulu vous diffuser cet extrait d'interview en anglais, en VO, si on peut dire. On écoute. As soon as Mr. Tchameni came out of his office, which he was literally in his office at that time, and because he heard the noise, he came out of his office and they had broken in. They just scooped him up and just took him away. They also took Mr. Tchameni's computer. They took all of the modems that we had in the school, which means that they remove our ability to have internet now in the school. They also took our safe, a safe in which the school had very important documents and money, but also the family had very important documents in that safe. Why don't they show us also their orders that they had to be able to carry out such a search in the home of a private citizen? And I think if they are not able to produce that mandate, then basically we are not dealing with a legal structure. We're dealing with thieves. Because I personally made a report to the American security forces that I was robbed. Our home was robbed by armed, masked, uniformed thieves because they made no announcement. They didn't present themselves. They would not state who they were. And yet they came, they kidnapped my husband, and they proceeded to take things, break things, and destroy the home and the school. Alors voilà, c'est Makini Tchameni qui témoigne de la brutalité avec laquelle son mari a été kidnappé, c'est le mot qu'elle a utilisé, parce qu'il n'y avait pas de mandat d'arrêt, ils ne se sont pas présentés en tant que tels, et surtout, ils ont volé de l'argent et des documents qui appartenaient soit à l'école qu'a créé Djekam Tchameni avec son épouse, soit des biens familiaux, en tout cas des documents familiaux. Elle indique également que voilà, pour elle, ce sont des bandits armés, et manifestement, elle a déjà signalé au service de sécurité américain, car c'est une citoyenne américaine, que bon, voilà, elle a été cambriolée, son domicile a été agressé par des personnes qui n'étaient pas identifiées. Alors, nous sommes avec Harold Ketchemen, qui est un auteur, qui est un spécialiste de l'histoire du Cameroun, qui est un bon connaisseur de Djekam Tchameni, mais bon, nous ne voulons pas parler uniquement de Djekam Tchameni, mais de toute cette vague d'arrestations, et les plus célèbres de ceux qui ont été arrêtés, il s'agit de Djekam Tchameni et d'Anissé Ekane. Bonsoir Harold. Bonsoir Théo. Alors, pourquoi l'arrestation de Anissé Ekane et de Djekam Tchameni a du sens politique? Qui sont ces deux hommes? On peut dire en quelque sorte que ces deux hommes sont des vétérans du combat pour la démocratisation du Cameroun. Comme tu l'évoquais précédemment, Anissé Ekane a notamment fait parler de lui au début des années 90, avec notamment l'affaire Yondo Black, Anissé Ekane, c'est-à-dire au début des années 90. 90 marque vraiment un tournant de la démocratisation du Cameroun, où Anissé Ekane est arrêté avec plusieurs autres personnes parce qu'il envisageait notamment la création d'un parti politique dans un contexte de dictature assumé.
Il a donc été enfermé pendant quelques semaines, etc., et pendant plusieurs mois, et on connaît ce que ça a donné. Et pour Dioukam Tchameni, c'est un acteur aussi majeur de la démocratisation du Cameroun et pour la lutte pour la liberté au Cameroun, puisque lui-même a été enfermé pendant plusieurs années. Il a surtout fait parler aussi de lui pendant la période des villes mortes au Cameroun. Et donc, tu as consacré une vidéo sur ta chaîne YouTube à Dioukam Tchameni. Dioukam Tchameni qui a un parcours assez singulier, qui a été le premier Camerounais à créer un ordinateur. On parlait de Ramsès à l'époque, c'était dans les années 1980. C'est quoi le parcours de Dioukam Tchameni qui est aujourd'hui dans les geôles du CED? Ok, Dioukam Tchameni a un parcours assez appréciable, c'est-à-dire après avoir fait des études aux États-Unis, où il rencontre notamment son épouse, il a décidé en fait de rentrer au Cameroun alors qu'il avait à peine 26 ans, se mettre donc au service de son pays. Il a donc eu la belle idée de créer en fait un ordinateur qu'il a appelé Ramsès II. Il s'est rendu compte en fait que les ordinateurs qu'on trouvait sur le plan local n'étaient pas adaptés, c'est-à-dire adaptés aux conditions climatiques, etc. Donc avec une équipe de jeunes, il a donc décidé de développer en fait ce produit qui a connu du succès, c'est-à-dire que c'était un produit qui faisait en fait la fierté du Cameroun et même de l'Afrique. Mais cumulativement, avec ses activités de chercheur ou bien d'inventeur ou bien d'entrepreneur, il continuait toujours à mener son activité politique. Il continuait toujours à mener son activité politique. C'est donc dans le cadre donc de son activité politique que son entreprise a payé les frais, puisque cette entreprise a été détruite, les locaux saccagés et tout a été emporté. Et Dioukam Tchameni lui-même a été enfermé pendant plusieurs années en prison à Douala. Et à sa sortie de prison, son entreprise avait périclité. C'est ainsi donc qu'on a perdu un génie qui était plutôt en avance sur la question, notamment de l'intelligence artificielle, parce que c'est assez prémonitoire puisque son entreprise s'appelait Intelligence artificielle, Intellar, qui voulait dire en réalité intelligence artificielle, pour dire en quelque sorte comment ce jeune homme était très pionnier et en avance sur son temps, à la fois sur le plan scientifique et technologique, mais aussi très en avance aussi sur le plan des combats pour les luttes, pour l'émancipation du Cameroun. Parce que ce qu'on ne dit pas aussi très souvent, c'est que lorsqu'il quitte le Cameroun, il décide d'aller au Burkina Faso, où il rencontre notamment Blaise Compaoré et tous les révolutionnaires de ces régions-là, mais aussi un certain Guérandi Bara, qui avait été l'auteur, du moins parmi les auteurs du putsch d'avril 1984. C'est donc cela qui vaudra aussi en quelque sorte Dioukam Tchameni d'être enfermé, parce que lorsqu'il rentre au Cameroun, je crois que c'est en 1988, il a reçu en fait une cassette que lui avait remis Guérandi Bara. Il est donc cueilli dès son arrivée au Cameroun et enfermé. Voilà. Alors, merci beaucoup. Tu as bien étudié l'histoire du Cameroun. Est-ce que tu considères, quel est le rapport, le regard que tu portes sur les événements qui se déroulent aujourd'hui au Cameroun en rapport avec ce qui s'est déroulé durant la longue lutte pour la démocratisation du Cameroun? Alors, je trouve que tout ce que les Camerounais ont eu dans le cadre de la démocratisation ou bien des libertés, ils l'ont eu en fait au prix du sang. Comme je l'évoquais précédemment, on a eu l'affaire Yondo Black avec Anissé Kane et autres. Au début des années 90, ils sont allés en prison, ils ont payé cher pour cela. Et par la suite, dans la foulée, on a eu vraiment la démocratisation du Cameroun, notamment en mai 1990, avec la marche notamment sanglante du SDF qui a conclu en fait, qui a conduit à la création de ce parti. Une marche qui s'est soldée avec un peu plus de 6 morts sur le carreau, qui sont morts en fait, les premiers morts vraiment de la démocratie au Cameroun. Par la suite, comme l'évoquait Aman Mana précédemment, au début des années 91, on a eu les villes mortes, notamment avec le combattant Boamasso, qui avait appelé les Camerounais à opérer en fait des villes mortes qui ont notamment paralysé l'économie. Des villes mortes qui ont duré un peu plus de 8 mois, avec aussi l'engagement des étudiants dans ce combat-là, notamment avec ce qu'on appelait le Parlement estudiantin. Les villes mortes qui ont duré un peu plus de 8 mois se sont soldées par près de 400 morts
on ne le dit pas souvent, c'est près de 400 personnes qui sont mortes, les villes mortes. Et ces villes mortes ont fait plier le régime. Même si Paul Biya a refusé la conférence nationale qu'on demandait, il a notamment accepté la tripartite. La tripartite qui a vraiment aussi conduit à des grandes avancées dans la démocratisation du Cameroun, notamment la révision du code électoral, des avancées au niveau des libertés publiques, etc., etc. Donc, pour dire en fait, en réalité, le Cameroun, tous les avancées que les Camerounais ont eues, que ce soit au niveau des libertés ou bien de la démocratisation, c'est au prix du sang. Et en 2018, on a aussi eu du sang avec notamment Maurice Kamto qui a réclamé sa victoire et par la suite, cela a été violemment réprimé, ses militants enfermés. Le lien qu'on peut faire, c'est quoi? C'est que dans cette même continuité, aujourd'hui encore, les Camerounais sont en train de lutter pour avoir en fait des avancées, pour réclamer quelque chose de grand, c'est-à-dire la véritable démocratie. Et il faudrait surtout qu'en s'inspirant du passé et de ce que j'ai cité, qu'on ne puisse pas tomber dans les mêmes erreurs. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on fait face à cette situation, ce que Paul Biya fait, c'est qu'il lève les enchères, du moins le régime et son entourage lèvent les enchères et les personnes baissent la garde. En 1992, on a levé les enchères et John Fundi, il a baissé la garde, n'est pas allé au bout et le peuple a perdu. Dans le cadre des villes mortes, après les villes mortes et la tripartite, on a baissé la garde parce que Paul Biya fait des promesses farfelues qu'il n'a jamais tenues. Et par la suite, il n'a pas tenu ses promesses, il a notamment changé la Constitution. Ce qui voudrait dire qu'actuellement, il a aussi du moins lui et son entourage, ont voulu être fidèles à leurs pratiques parce qu'ils ont contacté Anissé Ekane, ils ont contacté Djekam Tchameni et même le professeur Jean-Calvin Abayono qui est aujourd'hui enfermé dans l'optique de négocier comme ils avaient procédé autrement. Sauf que ces personnes ont refusé de négocier. C'est pour cette raison que ces personnes ont été violemment arrêtées et kidnappées. Et on a l'impression que le régime n'apprend pas de ses erreurs parce qu'avant même le déclenchement de la crise anglophone, le régime avait d'abord aussi essayé de négocier avec des personnes comme Mancho BBC, de l'avocat Agbon Bala. Et lorsque ces personnes ont refusé de continuer les négociations, ces personnes ont été kidnappées et enfermées, ce qui a en quelque sorte contribué à envenimer ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone. Donc, le kidnapping des leaders proches de Tchourouma a plutôt en fait vocation à envenimer la situation. Merci beaucoup, Harold Ketchemen. Merci de nous avoir permis de faire ce retour en arrière qui est toujours important. Merci à Aman Mana qui est avec nous encore. Oui, oui. Merci. Un dernier mot pour préparer la journée de demain. À quoi faut-il s'attendre pour demain? Enfin, on sait à peu près à quoi il faut s'attendre, mais quels sont les enjeux de la journée de demain? Moi, je pense que le gouvernement le régime de M. Biya, le groupe au pouvoir, comme je les appelle, ils vont continuer à jouer de la force et de l'intimidation. Mais face à des populations qui n'en peuvent plus, ça risque d'amener à quelque chose, ma foi, à une confrontation que personne ne peut avoir, une confrontation qui n'arrange personne. Ma foi, oui, ça leur coûte ce pouvoir de dire ce qui est sorti des urnes réellement. Mais comme eux aussi, ce qui me semble, ils sont en train de jouer quelque chose comme leur survie, ils vont y aller avec cette confrontation. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il leur reste encore, je pense, une issue honorable. Hein. Il leur reste encore une issue honorable. Mais après ça, ce sera absolument une chute extrêmement difficile. Difficile. Ce sera une chute compliquée. Ce sera une chute compliquée. Une chute de très, très haut. Merci beaucoup, Aman Mana, et merci à vous de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous bientôt pour de futurs décryptages de l'actualité camerounaise et de l'actualité africaine.